Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 13 et elle est consacrée à la rencontre avec Roland Recht, professeur émérite au Collège de France. Et tout de suite, au risque de le mettre mal à l'aise, je tiens à dire que Roland Recht est une personne pour laquelle et la personnalité intellectuelle pour laquelle j'ai le plus d'admiration, d'estime, puisque, cher Roland, moi j'ai en tout cas l'honneur et le bonheur de te connaître depuis 1989. À l'époque, tu dirigeais les musées de Strasbourg et nous avions, à l'occasion des expositions que tu faisais, fait plusieurs cycles cinématographiques dont je garde encore la trace dans ma mémoire et dont toute l'équipe de l'Odyssée garde la trace. Bienvenue, merci de nous avoir accordé ton précieux temps, cher Roland. Merci de m'accueillir. Je suis toujours revenu ici avec grand plaisir. Et en effet, tu rappelles notre expérience de 89, c'était à l'occasion des bâtisseurs de cathédrales. Voilà. Exposition à l'occasion de laquelle l'Odyssée a consacré un cycle, évidemment, au film sur le Moyen-Âge, Voilà. Les chevaliers, etc., etc. Donc c'était tout à fait passionnant de faire ça avec toi. Et Notre-Dame de Paris. Et évidemment, Notre-Dame de Paris. Évidemment. Voilà. Alors, Roland, j'espère que tu as bien passé cette période d'épreuve virale. Toi, ta famille, tes proches, tes amis. Et si tu peux nous dire un peu quels sont sans rentrer dans le détail du vécu, mais si dans l'ensemble ça s'est bien placé, surtout quelles sont les réflexions à titre personnel en tant que citoyen et individu tu en retires? Alors, effectivement, déjà, ça s'est très bien passé, j'en suis très, très content, bien sûr, parce que je fais partie des privilégiés avec ma femme qui vivons à la campagne. Alors déjà, c'était un endroit où il y a des promenades à faire autour, pas trop loin, on n'est pas allé dans les forêts, on a respecté toutes les consignes, mais enfin, c'était tout de même extrêmement agréable. Il faisait très beau, comme tout le monde sait, et c'est vrai que du coup, on avait une curieuse perception du temps. Moi, j'ai l'impression que dès le début du confinement, après quelques jours qui étaient quand même un tout petit peu anxiogènes, il faut bien le dire, ils étaient surtout anxiogènes, à mon avis, à cause des médias qui en ont fait une affaire de plus en plus importante et de plus en plus délirante. Néanmoins, ces journées se sont passées, bon, on a repris un petit peu courage, et à partir de là, j'ai l'impression qu'on a vécu en fait une temporalité tout à fait neuve. On n'avait plus du tout le sentiment que le temps avait le même rythme. Moi, j'avais comme toujours des textes à rendre en retard, ça c'est une vieille habitude. Et là, tout à coup, je n'avais plus de délai. J'avais l'impression que le temps était élastique, ce qui est évidemment totalement faux, mais enfin c'était le sentiment que j'en retirais. Un temps élastique qui permettait de remettre à demain ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui. D'être plus libre? D'être plus libre, d'être moins tendu vers un but, alors que j'avais des buts, bien sûr. Mais tout ça donnait une drôle de sensation qui n'était pas déplaisante du tout, au contraire. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne nous avait pas dit non plus qu'il y aurait un déconfinement dans tant de jours, que ça se passerait de telle ou telle manière, tout ça était un peu flou. Mais l'impression générale que j'en ai retirée, c'est quand même que c'était plutôt bien, du point de vue mental, du point de vue de la réflexion qu'on peut faire sur les choses. Alors il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dès le début, ça va te paraître tout à fait étrange, mais j'ai tout à coup, ayant ce sentiment d'avoir le temps, j'ai tout à coup commencé à flâner dans ma bibliothèque. Et je prenais des livres que j'avais soit achetés depuis très longtemps, soit récemment, que je n'avais pas encore bien ouvert, ou que je connaissais très bien, mais que j'avais même oublié que je les avais. Et je les feuilletais. Et le fait de les feuilleter, de tomber sur telle page, sur telle remarque, ou des notes marginales que j'ai la malheureuse habitude de faire, et tout à coup, je trouvais ça extrêmement agréable. C'était comme butiner, comme une façon de butiner.
d'ouvrir n'importe quel livre, ça n'avait plus d'importance par rapport à mon travail. Ça n'avait plus le but de voir me documenter ou revenir sur des choses que j'avais déjà lues. Et ça, c'était magnifique. Ça a duré beaucoup de jours, ça a duré, dans ma vie, facilement 15 jours, de cette liberté et ce contact avec les livres. Alors vous allez me dire, c'est pas très... Enfin, nos spectateurs doivent se dire, ça change pas beaucoup de l'habitude, ils doivent regarder des livres toute l'année. Non, c'était pas la même façon de les regarder. Une autre façon de regarder. Voilà, c'était pas la même façon de les consulter, c'était une grande liberté aussi. Et alors, l'autre question, c'est, toi en tant que citoyen, en tant que professeur émérite au Collège de France, en tant que personnalité intellectuelle, et en tant qu'être humain tout simplement, quelles sont les leçons que tu tires de cette période qu'on a vécue en France, qui, je le rappelle, est censée être la 6e puissance économique du monde? Oui, alors ça, évidemment, c'est... Excuse-moi, je tourne juste le bouton du son pour que nos amis spectatrices et spectateurs t'entendent de manière la plus optimale. Voilà, je fais comme ça. Voilà. La conclusion. Voilà. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que tout de même, c'était une période incroyable. Il n'y avait personne dans la rue, il y avait un silence impressionnant. À la campagne, les animaux s'approchaient relativement près des maisons, des chevreuils, par exemple. Les oiseaux n'ont jamais été aussi envahissants. Dieu sait si c'est agréable. Donc tout ça fait que c'est une période dont on a déjà la nostalgie. Parce qu'on se dit que c'est merveilleux de pouvoir vivre dans ces conditions. Et en même temps, on se dit, est-ce que c'est possible? Non, bien sûr que non. Tout prouve que ce n'est pas possible. D'abord parce qu'il y a des impératifs économiques dont on est tous conscients. Je dirais même qu'il y a des impératifs sociaux qui sont encore plus importants, mais les uns découlent de l'autre. Quand on sait le nombre de personnes d'abord qui sont mortes de ce virus, et ensuite le nombre de personnes qui vont subir des conséquences dramatiques dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est totalement tragique. Donc là, l'espèce de nostalgie pour une période exceptionnelle est tout de suite, je dirais, effacée par cette anxiété qu'on peut avoir pour l'avenir et l'avenir immédiat. Il ne s'agit pas de dire que ça va arriver dans 3 ans, ça va arriver demain. Oui. Malheureusement, ça risque, oui. Ce que tu dis sur les oiseaux, je trouve que c'est très important, et ça me fait penser à ce beau moment de Roméo et Juliette, 2 gamins qui s'aiment alors que leurs familles sont ennemies, enfin on connaît l'histoire, et je crois que ce sera leur seule nuit d'amour en fait. Eh bien, pour retenir encore Roméo, Juliette lui dit, parce qu'il veut partir, parce qu'il est venu en cachette dans son lit, ne pars pas, être bien-aimé, ce qu'on entend, ce n'est pas le chant des alouettes, c'est encore le chant du rossignol. Le rossignol étant le nightingale, c'est-à-dire l'oiseau qui chante la nuit. Et aujourd'hui, je me demande si les profs qui enseignent ça, enfin, au lycée, au collège, et les élèves comprennent le sens de cette phrase. Sans doute non. Là, on était en osmose avec la nature. Mais, et en tant que citoyen, alors, je vais un peu te pousser dans tes retranchements, il y avait sur les réseaux sociaux une très belle caricature avec un acteur que j'adore, Bernard Blier, qui regarde l'air un peu désabusé et plutôt réprobateur, l'objectif de l'appareil photo, et la légende en dessous, d'une façon dont Bernard Blier seul avait le secret, et la légende était la suivante: dites en cas de catastrophe nucléaire, c'est la même équipe qui gère? Point d'interrogation. Alors, en tant que citoyen, quelles sont les leçons que tu tires un peu des manques et des aspects positifs peut-être, s'il y en a, de la gestion de cette crise? Oui, alors je pense qu'on a quand même été tous surpris par le manque de préparation, de façon générale. On a cet invraisemblable, ce cafouillage autour des masques, pas de masques, puis tout à coup peut-être des masques, et puis il faut porter des masques. Non, tout ça était extrêmement déroutant, et je dois dire une chose, et tu fais allusion
aux réseaux sociaux. Je dois dire une chose, c'est que je m'en suis beaucoup coupé. Et pire encore, nous n'avons pas la télévision et nous écoutons rarement la radio. Alors tout le monde va dire, bah oui, évidemment, ils se protègent, c'est comme les petits singes qui se ferment les yeux, les oreilles. Non, parce que je pense qu'il y avait une réelle intoxication, dont les rares personnes avec lesquelles je parlais au téléphone me disaient que c'est fini, on ne regarde plus la télé, on ne lit plus les journaux, c'est insupportable. Donc il y avait cette tendance à où j'avance dans le sens d'une attention de plus en plus soutenue et d'une implication de plus en plus grande. Dans quoi? Dans des informations que je ne maîtrise pas, dans des ordres et des contre-ordres, ça n'a pas de sens. Bon. Ou alors l'autre solution, c'est effectivement de ne pas écouter, de ne pas regarder et de s'en tenir à quelques consignes qu'on nous a données. Donc je pense que ça a été un cafouillage, indiscutablement, et que tout le monde en a subi les conséquences. Tout le monde. En premier lieu, les personnes qui sont décédées à l'hôpital, sans doute. Beaucoup ont été victimes de l'impréparation. Mais en même temps, j'ai quand même le sentiment que, je précise bien que je suis français, mais que les Français sont des gens ingérables. Je trouve qu'en France, dire que maintenant il faut se préparer à un déconfinement, mais seulement dans 8 jours ou dans 10 jours, déjà tout le monde est dans la rue, tout le monde est en train de jeter le masque, tout le monde est en train de faire n'importe quoi. Je crois que c'est un pays difficile à maintenir dans des limites raisonnables, de bon sens, pour un certain nombre de choses. Alors, en même temps, on a quand même le sentiment que les choses se sont passées, alors, évidemment, pour combien de temps, ça je ne sais pas, mais enfin, on a quand même le sentiment que, globalement, ça s'est pas trop mal passé, mais là je dirais que c'est par la volonté de tout le monde, et que finalement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont respecté que ceux qui n'ont pas respecté. On a quand même... Mais enfin, l'impression est là que dès qu'on lâche un tout petit peu la tension, hop, tout le monde bondit pour faire n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose qui me frappe quand je regarde nos voisins suisses, allemands, même les néerlandais, sont des gens beaucoup plus disciplinés. Oui, mais en même temps, je pense que moi, quitte à un peu mettre les pieds dans le plat, on a les dirigeants qu'on mérite. Certes, il y a une tendance à l'indiscipline dans la société, c'est probable, mais les dirigeants, ils ont été dans l'ensemble, sans vouloir fustiger, personnaliser l'agression, mais c'est des méthodes de travail. Qu'il y ait eu 1,4 milliard de masques et qu'après il n'y avait plus de masques, qu'il y ait eu 25 000 lits d'hôpitaux avec équipement de réanimation, qu'en janvier 2020, comme si c'était un mérite extraordinaire, on était tombé à 5 000, qu'on pense qu'il faut gérer selon les critères de la course au profit. Enfin, quand tu habites un peu en dehors de Strasbourg, tu essayes d'avoir quand même une roue de secours. C'est le bon sens, et tu ne te dis pas je veux pas de roue de secours, ça me fera faire des économies. Parce qu'il faut être un tout petit peu prévoyant, et il y a des domaines qui sont à sanctuariser. Mais la question que je voudrais te poser, parce que tu es spécialiste de l'art, et l'art c'est aussi l'histoire, et l'histoire c'est surtout quelque chose, enfin un temps long et un temps moyen et un temps court, qui sont marqués par notamment le rythme des épidémies et des guerres. Et d'autre part, il y a un livre que moi j'ai découvert à l'occasion de ce confinement, d'une historienne américaine qui s'appelle Barbara Tuchman, et le titre du livre, si j'ai bonne mémoire, c'est Un lointain miroir, et elle parle du XIVe siècle. Et elle montre qu'à l'époque du XIVe siècle, quand il y avait toute une série d'épidémies, dont celle de la peste, eh bien, il y avait tout de suite la théorie du complot qui venait, de ce point de vue-là, rien de nouveau. Il y avait le bouc émissaire, c'était le juif en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est les Américains qui disent que c'est les Chinois qui rétorquent, qui disent que c'est les Américains, d'autres qui disent non, ça c'est un complot des dirigeants à l'échelle mondiale parce que c'est des industries pharmaceutiques dont on défend les intérêts. Bref, on a dit tout et n'importe quoi. Et de ce point de vue-là,
Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi? Alors, bon, les théories du complot, en effet, sont des théories qui ont eu une existence pratiquement depuis le début des temps, je pense. Au milieu du XIVe siècle, la grande épidémie de peste qui s'est emparée de l'Europe a été quelque chose d'absolument effroyable. Et bien sûr, je crois qu'il est toujours utile de rappeler ce genre de choses à d'autres époques, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans une situation totalement inédite, même si ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça en Europe, mais on n'est pas dans une situation qui n'aurait jamais eu lieu. On imagine aussi la manière dont les hommes de cette époque ont dû lutter quotidiennement, en se disant demain je ne suis plus là, quels étaient les soins, enfin, la façon dont on transportait les cadavres, enfin tout ça est absolument épouvantable quand on y pense, et l'humanité a survécu. Elle a survécu. Et c'est vrai que j'ai parfois le sentiment que ça ne peut pas être une leçon pour aujourd'hui, c'est impossible évidemment. Rien n'est comparable. Néanmoins, je trouve quand même que aujourd'hui, on a peut-être trop rapidement le sentiment d'avoir besoin qu'on vous protège. Ce besoin d'être abrité derrière une autorité, d'avoir des injonctions, presque une sorte d'infantilisation générale comme ça, qui fait qu'on se tourne vers quoi? Vers les autorités. Alors, on se tourne peut-être moins souvent vers Dieu aujourd'hui, mais on se tourne plus souvent vers le président de la République, pour donner un exemple, ou vers les autorités même régionales, même locales. Donc, oui, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et ça m'a toujours frappé de voir que les artistes, notamment les artistes italiens, au milieu du XIVe siècle, ils ont représenté des scènes atroces les réprouvés dans les enfers, par exemple. Et les réprouvés dans les enfers, c'était des personnages qu'ils n'ont jamais vus, mais pour cause. Mais ils s'inspiraient des pauvres victimes de la peste. C'est un peu comme ça. On prend des exemples dans une réalité qui est celle de nos jours. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. En tout cas, moi, je constate cela aujourd'hui. C'est que, alors là, la réaction de l'art et de l'artiste est tout à fait différente. C'est-à-dire, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un intégrer la mort sous sa forme tragique qu'ont vu les médecins, les aides-soignants dans les hôpitaux. Bien sûr que non. Il y a donc une transcription d'une certaine manière. Mais cette transcription se fait plutôt dans une, comment appeler ça, une remise en cause de sa propre pratique artistique. C'est ça que j'ai constaté. Il y a beaucoup d'artistes ont pu dire eh bien, j'ai appris qu'il ne fallait plus travailler comme je travaillais avant. Alors pourquoi, comment, ça on ne sait pas toujours, et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais c'est cette rupture brutale qui s'introduit tout à coup dans une activité qui, d'une certaine manière, on pourrait croire que l'activité artistique est une activité qui s'étire sans aucune contrainte ni aucune interruption, à partir du moment où le créateur lui-même a le sentiment qu'il est sur une bonne voie. Je dirais ça un peu pour simplifier. Mais là, il y a, moi je ne dis pas que c'est la majorité, j'ai entendu un certain nombre d'artistes dire cela, ce n'est plus comme avant, je ne peux plus travailler comme avant. Donc là, on va avoir un résultat qui ne va pas être celui de la représentation d'une forme de terreur qui a existé au début de cette épidémie, de cette pandémie, mais quand même quelque chose qui se modifie. Donc ça c'est une nouveauté, tu dis, dans l'histoire de l'art, ce type de réaction. Mais d'après toi, c'est dû à quoi? C'est l'époque, c'est... C'est dû d'abord au fait que ces artistes, pour la plupart d'entre eux, sauf pour Soulage, évidemment, qui est un exemple hors du temps, mais pour les autres, qui sont tous beaucoup plus jeunes,
ils n'ont pas jamais vécu une chose comparable. Ils n'ont pas vécu la guerre, ils n'ont pas vécu de pandémie. Non. Donc là, c'est quelque chose de nouveau qui vient brusquement au milieu d'un moment qui est lui-même déjà un petit peu chaotique. Quand même, depuis quelques années, il y a beaucoup de difficultés sociales. Les artistes réclament une certaine, une aide, un certain respect dans un certain nombre de domaines. Bon, il y a toutes sortes de questions qui se posent autour de la création artistique, évidemment, mais c'est pas ça. Et voilà tout à coup quelque chose qui est, au sens étymologique du mot, bouleversant, complètement bouleversant. Et donc je trouve tout à fait normal que les artistes qui ont une sensibilité plus grande que la moyenne des gens, enfin, nous le pensons quand même, toi comme moi, sont sensibles à ce séisme et vont le transcrire peut-être plus dans leur, j'allais dire presque dans leur éthique, que dans leur fabrication d'objets. Voilà. Et merci, cher Roland. On a évoqué le confinement, tu as évoqué le confinement, ce qui correspond, on pourrait dire en schématisant outrancièrement, à une atomisation, une pulvérisation des rapports sociaux et repliement de chacun chez soi, quoi. Alors, quelle est la réflexion que ça t'inspire pour ce qui concerne, tu viens de parler des artistes, mais pour ce qui concerne la place de l'art dans la société et la place et la fonction des lieux qui sont consacrés à la monstration de l'art, que ce soit dans le domaine du théâtre, du cinéma, des musées, des galeries. Est-ce qu'il y a une façon peut-être nouvelle qu'il y a lieu de considérer la déclinaison de la place de ces lieux dans la société? Est-ce qu'il y a des choses à maintenir et peut-être de nouveaux horizons à explorer? Qu'est-ce que tu en penses? Mon cher Farouk, c'est une vaste question que tu me poses là. Et je te remercie d'avoir posé, dit-on, et après on passe à une autre question. Mais... Non, mais je pense à un exemple. Le musée du Louvre. Ouais. Le musée du Louvre est presque caricaturalement le cas du musée grand public, et qui accueille des centaines de milliers, des millions de visiteurs chaque année. Comment faire? Alors, je pense que la réponse est simple. Il faut cesser de vouloir être le Louvre. Il faut absolument arrêter ce consumérisme qui fait que, prenons l'exemple le plus classique, la Joconde ne peut plus être vue par qui que ce soit. D'abord parce qu'il y a des parois vitrées qui nous séparent d'elle, et puis il y a surtout des centaines de personnes et de petits appareils photo qui nous séparent d'elle. C'est impossible de continuer comme ça. Et c'est vrai que quand je faisais encore une chronique dans le Journal des Arts, j'ai écrit à plus d'une reprise que ce consumérisme, un jour, on le payera. On le payera très très cher par la dégradation lente, naturelle des œuvres. Je ne sais pas si tu as vu cette œuvre de Banksy, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, dont on avait vendu une œuvre dans une vente aux enchères. Et pendant la vente, elle s'est dégradée, elle s'est détruite. Donc c'est une très belle allégorie de ce qu'est l'art. C'est intentionnel de sa part. Intentionnel, évidemment, mais c'est une très belle allégorie. Parce que ça veut dire effectivement que toute œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un jour va disparaître. Et le processus du Louvre, c'est une accélération considérable j'allais presque dire, de la destruction des œuvres. Et pas une destruction artificielle, c'est une destruction naturelle. Le fait qu'il y ait des centaines de personnes dans une salle est insupportable pour les œuvres d'art qui y figurent, quelle que soit leur technique, quelle que soit leur taille, quel que soit leur âge. Donc ça, c'est une leçon que je pense qu'on peut tirer de cela, et que les petits musées de région, on les appelait autrefois avec condescendance de province, les petits musées de région s'en tirent très bien, parce qu'ils ont toujours très peu de visiteurs, mais c'est le cadre idéal pour visiter. Alors tu vas me dire, quel élitiste tu fais, hein? C'est un peu ça, c'est un discours absolument élitiste, mais je pense que entre une forme de prudence, de raison, et une autre forme excessive, extrême, de débauche, qui est celle des très grands musées du monde, il y a des moyens termes. Et ça, on va être obligé d'y penser.
parce que sinon les musées, les grands musées, vont devenir de nouveaux clusters, comme on dit, qui vont être à l'origine d'autres phénomènes dramatiques comme celui qu'on a connu. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à revoir, et la majorité d'entre eux, de ces responsables de musées, sont là pour le faire, ils vont le faire. C'est-à-dire que la nécessité enfin, de la continuité de la présence d'un musée est toujours affirmée, mais il faudra peut-être voir comment va s'exercer l'existence et la vie des musées par rapport à la dérive consumériste que tu viens d'évoquer. Oui. Et le théâtre, le cinéma, c'est aussi un rapport de public à des œuvres. Tout à fait, tout à fait. Alors le théâtre, l'opéra, j'ai oublié de le dire. Le théâtre et le cinéma peuvent aussi trouver des remèdes. Ouais. La preuve, tu en as trouvé pour l'Odyssée. On peut trouver des remèdes. Et sans doute plus de... il y a peut-être plus de possibilités techniques aussi de le faire. Encore, je suis bien convaincu. Je pense que dans les musées, on a cette possibilité technique également. Mais tout le monde devra se munir de patience, dorénavant. Parce que le fait d'attendre devant une porte pour entrer quelque part, quel que soit ce quelque part, c'est évidemment une sorte d'épreuve. En même temps, je pense à une chose qui me fascine, c'est que on parlait de consumérisme. Dans le domaine de l'art, bon, il y a les artistes, il y a ceux qui sont maintenant dans une situation très dramatique, qui avaient des contrats, qui avaient des engagements pour faire des expositions, etc., qui ne peuvent pas les faire, qui sont retardés, etc. Tout ça est évidemment important et grave. Mais je pense en même temps au marché de l'art. J'ai l'impression que le marché de l'art est en train d'en tirer des conséquences très rapidement et que ce marché continue de fonctionner. Une partie de Art Basel va se dérouler par Internet. Et donc, comme dit l'autre, la vente continue pendant les travaux. C'est un peu ça. Le fait que le marché donne l'impression de s'en tirer en premier, le mieux, c'est un signe que nous ne sommes pas très proches de changer de méthode, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la consommation. C'est-à-dire que le monde d'avant s'accroche. Le monde d'avant et s'adapte. Et s'adapte surtout. C'est pas seulement qu'il s'accroche, mais il s'adapte. Ce qui est à mon avis plus grave. Oui. C'est comme pour les virus. Plus désespérant, voilà. Oui, comme pour les virus. Et alors maintenant, comme le temps passe, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cinéma. Alors, d'abord, pour toi, quelle est l'importance de la place d'une salle de cinéma? Parce que nous, on a quand même vécu, je vais te le dire, dans le confinement, alors tout le monde s'est replié sur une, entre guillemets, consommation de films qui passe par la télé, les DVD, les différents sites, Internet, mais tout pratiqué sur son canapé, si je puis dire. On se lève, on va prendre quelque chose à boire dans le frigo, ensuite on va se laver les mains ou autre, et puis après on revient. C'est une occupation de l'espace privé, alors que la salle de cinéma, c'est l'émotion convivialement partagée et le grand écran, plus grand que dans la vie, quoi. Alors, ça a montré l'importance de la salle et du maintien et de la défense de la salle. Oui. Tu partages partages, n'est-ce pas, cette façon de voir? Ça, c'est une question de CV. Oui, enfin, quand je serai sorti, je dirai ce que je pense. Non, mais c'est bien évident que... parce que je pense que le cinéma, à la différence du théâtre, a davantage, est davantage un lieu où est préservé un patrimoine. C'est bien ce que je dis pour le théâtre, mais il me semble qu'il y a moins de monde au théâtre qu'autrefois. Il y a plus de monde au cinéma, il y a plus de monde à l'opéra. Et c'est pas du tout lié à une quelconque changement de direction, pas du tout. Je pense que le théâtre a sans doute perdu une partie de son rôle social et trop faible, aussi éthique. Quand on pense à l'Antiquité, on pense à la naissance même du théâtre. Donc je pense que ça s'est resté très vivace dans les années 70, 80, et qu'à partir de là, ça a légèrement décliné. Le cinéma n'est pas du tout dans cette situation.
parce que le cinéma offre une beaucoup plus large palette de possibilités esthétiques. Il se renouvelle avec une rapidité considérable. Quand je dis se renouvelle, c'est pas que le cinéma ancien est condamné. Il était déjà en train de se renouveler en permanence. Voilà, hein, voilà. Donc ça compte beaucoup. Et donc je pense que le cinéma n'est pas du tout pour flatter Farouk, mais je pense que le cinéma est fait partie avec, peut-être avec l'opéra, davantage de quelque chose qui se renouvelle, et qui est en même temps un conservatoire. Hein, c'est pas non seulement pour se renouveler, c'est aussi un conservatoire. Donc ça, j'y crois beaucoup. Alors tu vois, nous, avec Alain Collat, qui est venu aussi pour une conversation, qui est l'administrateur de la BNU, je caresse le rêve qu'avec lui, on puisse créer un musée du cinéma, qui serait une des facettes augmentées, si tu veux, des différentes activités de l'Odyssée, si le ciel, le destin ou les circonstances le rendent possible. Si les dieux te sont favorables. Voilà. Moi, je ne parle pas bien français. Et alors, je voudrais, pour terminer, que tu aies la gentillesse de bien vouloir évoquer dans ta filmothèque personnelle à toi, quand tu étais enfant ou à partir de ton enfance, d'une part, et aujourd'hui, quel est ou quels sont les films qui t'ont particulièrement marqué et qui aujourd'hui encore t'émeuvent ou te touchent et te concernent personnellement? Alors il y a une différence entre ceux qui m'ont marqué et ceux qui me touchent encore. Voilà. Hein, Voilà, ouais. Alors ceux qui m'ont marqué, enfant de 12 ans, j'étais peut-être âgé de 12 ans, Quo Vadis. Ouais. Quo Vadis, c'était quelque chose. Ouais. Voilà, on allait dans une salle, précisément, ça c'était l'histoire de la salle, était évidemment très importante, dans une salle à côté d'autres personnes, d'autres enfants de mon âge. Quo Vadis, mais quel spectacle extraordinaire, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'aimais beaucoup les westerns. J'aimais beaucoup, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai dû regarder énormément de westerns. Et j'aimais beaucoup ça. Par exemple, Aujourd'hui, je ne supporte plus du tout ça. Ouais. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça magnifique. Qu'est-ce que j'ai pu... Quel western, par exemple Quel western, par exemple des classiques. C'est-à-dire, tu t'identifies avec qui? Avec John Wayne, avec Non, Henry Fonda non, pas non plus. Non, je ne m'identifie à personne. Mais peut-être, si, peut-être à un Indien révolté. Ah, c'est bien. Ça. Et puis, alors après, c'est vrai qu'avec le lycée, là a commencé ma grande cinématomanie, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec un metteur en scène qui pour moi était le plus important de tous. Enfin, non, il y avait deux metteurs en scène qui pour moi étaient très importants. Godard, inconditionnel de Godard. Chaque nouveau film de Godard, je me précipitais. Et puis quand même, beaucoup Bergman. Le 7e saut, ça a été une grande révélation cinématographique pour moi. Quant à Godard, tous les films de Godard, je les voyais au fur et à mesure qu'ils sortaient, je suivais sa carrière avec beaucoup d'intérêt. Et le 7e saut, il y a cette scène extraordinaire des pénitents, Oui. qui est alors là d'une force. Incroyable. Ouais. Et quand on connaît la suite de la carrière de Bergman, c'est quand même assez exceptionnel ce film. Hein. C'est une espèce d'unico. Et puis après, alors peu à peu, par exemple, pour faire la distinction entre ce qui nous a ému à un moment donné et ce qui nous émeut encore, ou l'inverse. C'est-à-dire les premiers films de Chabrol que j'ai vus, je trouvais ça, pour moi c'était la série B, c'était pas très intéressant. Et aujourd'hui, j'ai une admiration sans borne pour Chabrol et pour son cinéma. Donc on change beaucoup, je crois, de ce point de vue-là, dans son rapport, sa distance, la distance qu'on met par rapport à des choses qu'on a vues autrefois. Mais bon, là, on ne peut pas ne pas citer un chef-d'œuvre absolu du cinéma et qui nous met malheureusement en plein dans l'actualité, c'est Nosferatu. Oui. Nosferatu, c'est le film même de Murnau. Il y a eu une reprise aussi par Herzog. Non, c'est le Murnau. Ouais. C'est le film qui, aujourd'hui encore, terrorise. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très... C'est le pont des fantômes à la rencontre. Ou à sa rencontre, j'ai oublié maintenant. L'intertitre.
Ben écoute, je te remercie. Alors je te laisse 30 secondes parce que je te demande d'abord la gentillesse de dire le mot de la fin. Et moi, je voudrais dire, pendant que tu te prépares à dire le mot de la fin, que je souhaite qu'on puisse de nouveau organiser ensemble un cycle qui nous permettra de bénéficier de tes introductions et de tes interventions après la projection des films de ce cycle. C'est tout le bien que je souhaite à l'Odyssée pour 2020 et 2021, et ça on aura l'occasion d'en parler hors champ, et de dire que tu es l'une des personnalités intellectuelles, je le redis, que j'ai eu la chance de connaître, pour laquelle j'ai le plus d'admiration et d'estime, assurément, et aujourd'hui ça en a été une confirmation supplémentaire. Je tiens à te remercier en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe d'être venu de ta lointaine campagne, enfin de 30 km, Oui, voilà, d'être venu ici ce matin à l'Odyssée pour participer à cette conversation. Tu as le mot de la fin, cher Roland. Alors le mot de la fin, c'est très difficile. Évidemment, c'est toujours ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, pas du tout envie de dire. Et surtout après ce que tu viens de dire toi-même. Mais bon, le mot de la fin, ça va être de souhaiter très rapidement retrouver nos habitudes, le chemin du cinéma, évidemment le chemin de l'Odyssée, et ce qui est un programme quand même, le chemin de l'Odyssée. Voilà. Et de se retrouver, toi, moi, ton équipe, et des gens avec lesquels j'aime travailler pour des projets comme celui que tu as évoqué. Ça me plaît beaucoup, ça. Très bien. Eh bien, les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. Exactement. Et qu'on vivra tous ensemble. Cher Roland, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.